Bonjour, et bienvenue sur votre chaîne Curious History. Que vous soyez un amateur d'histoire, passionné ou simplement curieux de découvrir les secrets qui se cachent derrière des lieux et événements emblématiques, vous êtes au bon endroit. Et aujourd'hui, nous vous emmenons dans un lieu unique de l'histoire maritime française, la gare maritime transatlantique de Cherbourg. Alors pourquoi cette gare est-elle si spéciale? Comment est-elle devenue un lieu emblématique, témoin de tant d'histoires humaines et de grands événements? Nous allons tout vous raconter. Depuis son rôle crucial pendant les grandes migrations vers l'Amérique, jusqu'à son implication lors des périodes sombres de l'histoire, en passant par son incroyable architecture qui reflète les ambitions de son époque. Préparez-vous à voyager dans le temps, et à découvrir comment ce lieu a marqué non seulement la ville de Cherbourg, mais aussi le monde entier à travers les décennies. Alors installez-vous confortablement, laissez votre curiosité vous guider, et plongeons ensemble dans ce récit exceptionnel. Prêt à embarquer? Alors c'est parti. Avant de nous concentrer sur l'histoire de la gare maritime de Cherbourg, il est important de bien comprendre le contexte dans lequel cette œuvre monumentale s'inscrit. En effet, pour saisir toute la portée de cette gare et de son rôle dans l'histoire maritime, nous devons d'abord revenir sur les origines et les ambitions stratégiques qui ont forgé la ville de Cherbourg elle-même, de ses premiers projets portuaires jusqu'à son rayonnement militaire. Nous sommes en 1661. Louis XIV monte sur le trône et nourrit une ambition majeure, doter la ville d'un état naval puissant afin de peser dans l'histoire mondiale. À cette époque, le port de Brest rayonne déjà sur l'Atlantique, tandis que Toulon s'impose en Méditerranée. Cependant, une question demeure. Qu'en est-il des côtes de la Manche? En effet, le roi Soleil rêve de rivaliser avec les grands ports d'Angleterre. Ainsi, dès 1665, une commission est créée pour étudier le meilleur emplacement stratégique. Cependant, malgré des efforts considérables, ces premières études n'aboutissent pas. Quelques années plus tard, en 1678, Jean-Baptiste Colbert, alors secrétaire d'État à la Maison du Roi et à la Marine, prend le relais. Dans un mémoire détaillé, il souligne l'importance de créer un port de guerre sur les côtes normandes. Malheureusement, son projet reste sans suite, et ce n'est qu'en 1686 que Sébastien Leprest de Vauban, commissaire général des fortifications, se penche sur la petite ville de Cherbourg. Lors de son inspection, il propose un projet visant à améliorer ce qui ne ressemble jusqu'alors qu'à un tout petit port de pêche au milieu d'une baie. Mais là encore, les ambitions se heurtent à des obstacles, et ce projet est mis de côté une fois de plus. Cependant, en 1699, il rédige un second mémoire dans lequel il précise ses recommandations pour renforcer la place maritime de Cherbourg. Bien qu'il ne soit pas encore question de construire un grand port, Vauban parvient à faire de Cherbourg une place de choix sur la carte maritime française. C'est toujours ça de prix. L'histoire prend un tournant en 1774, avec l'accession au trône de Louis XV. Déterminé à redonner toute sa puissance à la marine, il confie en 1776 une mission au colonel Dumouriez, étudier la faisabilité d'un port militaire à Cherbourg. Parallèlement, le duc d'Harcourt, gouverneur de Normandie, mandate M. Louis de la Coudre, vicomte de la Bretonnière, pour analyser les mesures nécessaires à la transformation de la rade de Cherbourg en une base militaire capable de rivaliser avec les Anglais. En 1776, la Bretonnière remet son mémoire au roi et au ministre de la Marine. Dans ce document, il propose l'installation d'une digue s'étendant de l'île Pelée à Querqueville et met en lumière les avantages stratégiques de Cherbourg par rapport à Saint-Balaougue. Séduit par ce texte, Louis XVI adopte le projet. Cependant, un choix crucial se profile, celui du procédé de construction de la digue. Louis XVI opte pour une méthode novatrice imaginée par M. Alexandre Louis de Cassard, ingénieur des ponts et chaussées à l'époque. Cette technique repose sur l'immersion de cônes en bois remplis de pierres pour constituer la base de la digue. Chaque cône, une prouesse technique de 45 mètres à la base, 20 mètres au sommet et 20 mètres de haut, est remorqué avant d'être immergé. Le 6 juin 1784, le premier cône est ainsi immergé, et les travaux avancent rapidement, si bien que le 22 juin 1786, Louis XVI se rend en personne à Cherbourg pour encourager cette grande entreprise humaine. Hélas, ces installations ne résisteront pas aux tempêtes hivernales. En effet, les cônes fragilisés laissent échapper les pierres qu'ils contiennent. Malgré l'installation de 20 cônes, le système est abandonné en 1789. Les travaux interrompus par la Révolution française reprennent sous Napoléon Ier, qui relance le chantier de la digue et décrète en 1803 la construction d'un port militaire. Puis, après l'Empire, les régimes successifs poursuivent cette œuvre titanesque avec plus ou moins d'investissement. Finalement, en 1858, Napoléon III inaugure la plus grande rade artificielle du monde. Une rade de 1500 hectares, protégée par une digue longue de 3700 mètres, accompagnée d'un avant-port militaire avec 2 bassins. Pas moins de 78 ans auront été nécessaires pour achever cette réalisation monumentale. Maintenant que nous avons posé les bases historiques qui ont façonné les ambitions maritimes de la ville de Cherbourg, concentrons-nous sur l'évolution de son port. Voyons de plus près comment le port de Cherbourg a évolué au XVIIIe siècle pour devenir un acteur majeur du commerce et des échanges transmanche.
Pour ce faire, revenons en 1738. Le projet de port de commerce de Cherbourg voit le jour, conçu par Vauban lui-même. Ce projet est ambitieux pour l'époque, car il comprend 2 jetées en maçonnerie, un avant-port bordé de quais, ainsi qu'un bassin avec une écluse et un pont tournant. Ces premiers travaux sont achevés en 1744. Cependant, en 1758, le port est ravagé par un raid anglais, ce qui entraîne sa destruction partielle. Après sa reconstruction, le port reprend rapidement son activité commerciale et Cherbourg devient un carrefour maritime important avec 20 navires long courriers immatriculés dans la ville effectuant des liaisons régulières avec l'Amérique. En parallèle, une 50aine de caboteurs assurent des liaisons avec des villes françaises comme Dunkerque, Le Havre, Nantes, Bordeaux et même Marseille. Un caboteur étant ici un petit navire effectuant de courtes distances avec à son bord tantôt des passagers, tantôt de la marchandise. C'est d'ailleurs à ce moment que certains navires ou groupes de navires se spécialisent dans le transport de passagers. L'année 1897 marque un tournant, avec l'établissement de 2 lignes régulières reliant Cherbourg à des destinations clés. L'une permet aux passagers de se rendre au Havre, tandis que l'autre relie Cherbourg à Guernesey, une île anglaise au large de la Normandie, à l'ouest de l'actuel département de la Manche. Ainsi, chaque semaine, 3 steamers assurent les trajets vers le Havre, tandis qu'un autre se charge de la liaison avec l'île anglo-normande. Au fil des mois puis des années, le trafic transmanche se développe rapidement à Cherbourg. Et c'est ainsi que le 1er août 1878, la première rotation quotidienne entre Weymouth et Cherbourg est inaugurée. Le Great Eastern et le South of Ireland assurent ainsi des liaisons régulières. 20 ans plus tard, ces lignes transmanches sont toujours actives et la London South Western Railway Company assure 5 départs hebdomadaires vers Southampton, consolidant Cherbourg comme un point névralgique du transport maritime entre la France et l'Angleterre. Ainsi, après avoir exploré l'importance croissante du port de Cherbourg dans le commerce transmanche, concentrons-nous à présent sur l'expansion du port au XIXe siècle, en particulier dans le domaine du transport transatlantique. L'année 1847 marque une étape importante dans l'histoire de Cherbourg. En effet, le gouvernement français met à disposition 4 frégates pour la Compagnie des paquebots transatlantiques, qui les transforme donc en paquebots. Cette compagnie, basée au Havre, choisit Cherbourg comme port de départ pour sa première traversée vers New York, en attendant que les installations portuaires du Havre soient entièrement opérationnelles. Le premier départ est assuré par l'Union, avec à son bord 150 passagers. La position géographique idéale de Cherbourg et les qualités nautiques exceptionnelles de sa rade, à savoir un accès sécurisé par tous les temps, à toute heure de marée et un mouillage sécurisant, ne laissent pas les armateurs indifférents. Ainsi, en 1869, 2 grandes compagnies maritimes, la Royal Mail Line, donc une compagnie anglaise, et la Hamburg American Line, compagnie allemande, choisissent toutes les 2 Cherbourg comme port d'escale. Cependant, bien que Cherbourg soit un port de choix, les compagnies françaises, notamment la Compagnie Générale Transatlantique, continuent de privilégier le Havre. Pourquoi cela? Eh bien cela tient de la géographie de la région. En effet, en dépit de conditions portuaires moins favorables qu'à Cherbourg, le Havre bénéficie d'une connexion directe avec Paris via la Seine et le rail depuis 1847. À Cherbourg, la liaison ferrée directe avec la capitale n'est réalisée qu'en 1858, complétant ainsi le réseau et ouvrant la voie au grand flux migratoire vers le Nouveau Monde qui s'intensifie dès le début du XIXe siècle. D'ailleurs, en 1869, Cherbourg voit déjà 47 escales de transatlantique avec environ 2000 passagers à bord. Au fur et à mesure que les années passent, le port de Cherbourg devient un véritable carrefour maritime. Et, en 1897, les transatlantiques assurent une régularité de service avec des destinations de plus en plus variées. Les Antilles, le Brésil ou même l'Argentine, ainsi que des destinations et des liaisons régulières, comme New York et Southampton. À cette époque, 2 compagnies desservent les États-Unis. La Hamburg American Line, qui prévoit un aller-retour par semaine, et la Norddeutscher Lloyd, qui organise 8 départs et 9 retours en 1897. En 1905, ce sont près de 40 000 passagers qui transitent par Cherbourg avec 322 escales de paquebots. Pour faire face à cette affluence, le port se dote de sa première gare maritime transatlantique. Un modeste bâtiment en bois, bien que rapidement jugé inadapté aux besoins croissants. Et pour cause, l'essor du trafic transatlantique ne faiblit pas. En 1910, le nombre d'escales annuelles atteint les 543. Cherbourg devient donc un port incontournable pour les traversées transatlantiques. En 1913, ce sont 7 compagnies régulières qui font escale à Cherbourg, dont des géants du secteur tels que la Cunard, la White Star Line et la Royal Mail, mais également des compagnies grecques, belges, suédoises, américaines comme la Canadian Pacific et allemande. Ainsi, après avoir exploré l'essor du port de Cherbourg comme point d'escale incontournable pour les transatlantiques, intéressons-nous à l'évolution de ces fameuses infrastructures, destinées à faciliter l'embarquement des passagers. Avec l'engouement des transports maritimes,
C'est donc en 1894 que Cherbourg décide d'investir dans des appontements de bois pour faciliter l'embarquement des passagers sur les petits navires appelés transbordeurs, qui assurent la liaison entre le port et les paquebots en mouillage en rade. En effet, le port ne dispose pas encore de quais en eau profonde permettant aux paquebots de s'amarrer directement à eux. Les compagnies maritimes adoptent rapidement ce système pratique en envoyant des transbordeurs dans le port de Cherbourg dès la fin du 19e siècle. En 1907, la White Star Line organise elle-même ses transbordements grâce au navire Gallic, un navire spécialement affecté à cette tâche. Cependant, certains transbordeurs deviennent plus emblématiques que d'autres, à l'image du Nomadic qui arrive à Cherbourg en 1911. Ce dernier effectue son premier transbordement le 14 juin 1911 auprès du paquebot Olympique. Le Nomadic deviendra tristement célèbre quelques mois plus tard, le 10 avril 1912, lorsqu'il transborde 281 passagers à destination du Titanic, également de la White Star Line. Oui, le Titanic s'est arrêté en France, dans la rade de Cherbourg. L'essor du port de Cherbourg et la multiplication des escales de transatlantique entraînent donc un afflux de passagers, et face à l'augmentation constante de la fréquentation, la nécessité d'une nouvelle gare maritime se fait de plus en plus pressante. En effet, face à la hausse continue du nombre de passagers d'escale, il devient impératif d'édifier un nouveau bâtiment pour accueillir les voyageurs dans de meilleures conditions. Ainsi, en 1910, les travaux de construction de cette future gare commencent. Finalement, le 3 juillet 1912, la première gare maritime transatlantique est inaugurée. Ce bâtiment, d'une longueur de 225 mètres, se distingue par son pavillon de briques rouges, qui marque une belle avancée architecturale pour l'époque. À l'intérieur, les bureaux des différentes compagnies maritimes permettent d'organiser les départs et les arrivées dans une structure moderne et fonctionnelle. Alors que le trafic maritime connaît une évolution significative, permettant au passage une évolution de la ville en elle-même, la question de la construction d'un lieu moderne et adapté à l'accueil des voyageurs et des transatlantiques devient une priorité pour la ville. L'objectif, attirer une clientèle de plus en plus nombreuse en provenance des grands paquebots et développer par la même occasion le trafic des marchandises. Dans les années 1913-1914, un premier projet, baptisé Projet Berg, visant à établir une nouvelle gare maritime transatlantique est mis sur pied. Cependant, ce projet est rapidement abandonné en raison du déclenchement de la Première Guerre mondiale qui bouleverse tout. Cependant, à partir de 1919-1920, les projets se multiplient à nouveau. Et si la vision de la nouvelle gare maritime se précise, elle repose largement sur les épaules d'un homme, Théodore Camille Cognam, président de la Chambre de commerce de Cherbourg. C'est lui qui, au début des années 20, entreprend un voyage à bord du Berengaria, l'un des plus célèbres transatlantiques de l'époque, dans le but d'évaluer les équipements des ports concurrents accueillant ces géants des mers. Ce voyage va se révéler décisif pour la mise en place du projet de gare, marquant le début d'une nouvelle ère pour Cherbourg. En effet, Cherbourg voit de nouvelles compagnies de navigation telles que la United States Line et la United American Line choisir son port comme destination d'escale. Cette évolution marque un tournant dans l'histoire du port, et pour cause, le 29 mai 1925, un événement marquant se déroule. 8 escales de paquebots sont enregistrées au cours de la même journée. Un chiffre impressionnant, qui démontre l'importance croissante du port. Ce jour-là, près de 2644 passagers transitent par la gare maritime transatlantique. Parmi eux, 1827 voyageurs embarquent à bord des géants des mers Majestic et Léviathan. Bien que cette journée exceptionnelle ne soit pas représentative de toutes les journées, elle illustre parfaitement l'essor continu du trafic maritime à Cherbourg. Entre 1922 et 1925, le nombre de passagers a augmenté de manière spectaculaire, passant de 112 744 à 184 597. Le nombre d'escales a quant à lui grimpé de 644 à 877. Mais le port de Cherbourg ne se distingue pas seulement par son accueil des passagers, mais aussi par le trafic de marchandises qui se développe, en particulier les colis postaux, dont le volume de trafic passe de 5000 sacs en 1895 à 500 000 sacs en 1925. Une augmentation spectaculaire qui témoigne de l'importance stratégique de Cherbourg dans les échanges commerciaux transatlantiques. Au lendemain donc de la Première Guerre mondiale, Cherbourg prendra des mesures concrètes pour accueillir les immigrants qui affluent vers l'Amérique. Le conseil municipal soutient l'implantation de maisons pour immigrants, et dès janvier 1921, un premier centre ouvre dans le quartier de Val-de-Serre, où plus de 300 émigrants de différentes nationalités, tels que des Serbes, des Tchécoslovaques, des Allemands et des Polonais trouvent refuge. Cette arrivée massive d'émigrants est également accompagnée par un développement hôtelier spécifique. En 1921, la Royal Mail Line, qui dessert les lignes d'Amérique du Sud, fait construire l'hôtel New York dans le quartier du Roux. Cette structure vise à répondre aux besoins d'hébergement des voyageurs transatlantiques, contribuant ainsi à l'essor économique et à la renommée de Cherbourg en tant que port d'escale majeur.
En 1922, un projet encore plus ambitieux voit le jour. 3 compagnies maritimes anglaises unissent leurs forces pour la construction de l'Hôtel Atlantique, conçu par l'architecte René Levavasseur. Ce bâtiment a une vocation bien particulière. Il est destiné à accueillir les émigrants à destination de l'Amérique du Nord qui doivent passer par des contrôles sanitaires avant leur embarquement. Et pour cause, au début du siècle, les autorités américaines exigent une quarantaine de 12 jours afin de prévenir toute contamination, et cette quarantaine est effectuée dans des centres affiliés aux compagnies avec lesquelles les émigrants voyagent. Outre ces hôtels spécifiques, certains émigrants ouvrent eux-mêmes des hôtels privés, comme l'hôtel Bristol tenu par un couple de juifs polonais, qui viennent ainsi compléter l'offre d'hébergement pour les voyageurs en attente d'embarquement. Ainsi, au fur et à mesure que Cherbourg devient un carrefour incontournable pour les transatlantiques, le besoin d'adapter des infrastructures se fait de plus en plus pressant. C'est donc en 1922 que Cherbourg franchit un cap majeur en enregistrant plus de 100 000 passagers transatlantiques chaque année, un doublement par rapport à la période d'avant-guerre. Cet essor spectaculaire entraîne la reconnaissance du grand projet d'aménagement portuaire mené par les autorités locales qui reçoit le statut d'utilité publique le 22 novembre de la même année. Le projet propose la création d'une gare maritime de nouvelle génération, capable d'accueillir simultanément 2 paquebots de 300 mètres de long grâce à un nouveau port en eau profonde. Ce port vise à éliminer les contraintes des manœuvres de transbordement, permettant ainsi un transit plus rapide et plus direct pour les passagers et les marchandises. La réalisation de ce projet est confiée à l'architecte cherbourgeois René Levavasseur, qui doit concevoir un bâtiment adapté aux besoins de plus de 175 000 passagers par an. L'objectif principal de cette gare est donc d'optimiser la vitesse de transit, permettant ainsi un passage fluide pour les passagers, leurs bagages et les colis postaux. Le projet final inclut des installations modernes comme des passerelles mobiles, un hall des transatlantiques spacieux, une voie charretière séparant les zones maritimes et ferroviaires, et un hall des trains de grande envergure qui connecte Cherbourg à la ligne ferroviaire Paris-Cherbourg. Mais alors que la gare maritime transatlantique n'en est qu'au stade de projet, la décision ministérielle du 12 mai 1923 autorise le lancement des travaux du môle de 10 hectares. L'objectif est de faciliter l'embarquement et le débarquement des voyageurs des transbordeurs en leur offrant un quai plus spacieux. Les travaux débutent le 5 novembre 1923, impliquant plus de 27 entreprises, avec la Société Anonyme des Carrières de l'Ouest, exploitant la carrière de la Montagne du Roule à Cherbourg, fournissant des blocs d'enrochement pour le terre-plein sur lequel sera construite la gare. Une fois les sondages effectués, la construction du môle peut commencer, et en octobre 1925, ce sera plus de 400 blocs de pierre qui formeront déjà la base du môle. Ainsi, le 20 janvier 1928, l'entreprise danoise Christiani et Nielsen commence à travailler sur 2 parties essentielles de la gare: le hall des trains et le bâtiment principal avec son quai. Ces 2 sections sont renforcées par des tours rigides pour résister aux vents puissants. En 1929, la construction du bâtiment principal atteint le premier étage, et en 1931, les travaux touchent à leur fin. Les feuilles de cuivre recouvrant les toitures sont posées, et les verrières du hall des trains sont installées. Le 13 juillet 1931, la pose de la première pierre du campanile est effectuée, culminant à 74 mètres au-dessus de la mer. L'intérieur de la gare est ensuite décoré par l'atelier Marc Simon dans un style art déco mêlant sobriété et matériaux exotiques comme l'acajou de Cuba. Initialement conçu pour accueillir uniquement les transbordeurs, le projet de la gare maritime transatlantique évolue lorsqu'une décision est prise le 23 novembre 1925 d'adapter le quai au transatlantique. À cette époque, le terre-plein est déjà en construction, ce qui nécessite un ajustement des plans. Alors que les ducs d'Albe ont été installés, le projet d'un port en eau profonde voit le jour. Un bassin de 620 mètres de long et 230 mètres de large est prévu pour accueillir les transatlantiques avec une profondeur atteignant 11 mètres. En 1926, l'ingénieur M. Lecoq propose une modification du quai pour accueillir les transatlantiques. La transformation de l'estacade en port en eau profonde est achevée pour les 300 premiers mètres du quai le 1er janvier 1931. La gare maritime transatlantique est donc conçue pour accueillir 2 types de voyageurs, ceux de luxe et les immigrants. Les voyageurs de première et deuxième classe arrivent principalement par train, bien que certains utilisent des automobiles. Une fois à la gare, leurs bagages sont pris en charge par des porteurs et ils sont dirigés vers l'un des 3 escaliers monumentaux du hall des trains pour accéder aux salles d'attente spacieuses et lumineuses décorées de matériaux raffinés. Les émigrants, quant à eux, ne suivent pas le même chemin. Ils arrivent quelques jours avant leur départ pour subir des examens médicaux et doivent se regrouper dans des salles spéciales avant de passer par la douane. Ces voyageurs, souvent en transit vers les États-Unis ou l'Amérique du Sud, bénéficient de l'assistance des compagnies maritimes qui assurent leur prise en charge tout au long du voyage. Pour les passagers débarquant des transatlantiques, le processus inverse s'applique.
Après avoir récupéré leurs bagages dans les salles des douanes, ils peuvent prendre un train ou sortir par la voie charretière. Le trajet ferroviaire reste un mode de transport majeur avec des liaisons directes depuis Paris. En 1929, une étude propose de réduire le temps de trajet entre Paris et Cherbourg à 4 heures pour rivaliser avec d'autres lignes. En 1931, de nombreuses compagnies réduisent leurs escales à Cherbourg, notamment la Cunard et la Lloyd Royal hollandais. La crise de 1929 entraîne également une baisse de fréquentation des passagers et une récession de l'activité économique. Malgré cela, la Chambre de commerce reste optimiste et continue de défendre le projet. Le 30 juillet 1933, Cherbourg célèbre donc l'inauguration de la gare maritime transatlantique. Après une cérémonie officielle, le président Albert Lebrun procède à la coupe du ruban, marquant l'ouverture de la gare. Le premier transatlantique à accoster au quai de France est le De Grasse en décembre 1932, suivi par le Bremen en 1934. En juin 1940, 9 mois après le début de la guerre, les avions allemands commencent à survoler le port de Cherbourg. La gare maritime transatlantique, alors récemment achevée, se transforme rapidement en un lieu militaire, remplaçant les passagers par 30 000 soldats britanniques rapatriés vers Portsmouth, tandis que certains militaires français partent pour l'Angleterre. Bref, c'est la débâcle. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle adresse un appel à la résistance via la radio britannique BBC. Le lendemain, les derniers contingents anglais quittent Cherbourg et l'armée allemande entame l'occupation du port ainsi que de toute la zone qui durera jusqu'en juin 1944. Petit saut dans le temps. Au soir du 6 juin 1944, après le débarquement allié, Cherbourg se retrouve isolé, sans communication avec Saint-Lô, une ville un peu plus enfoncée dans les terres, déjà dévastée par les Alliés. Bien que les plans alliés prévoyaient une libération de Cherbourg dans les 8 jours suivant le débarquement, il faudra finalement 20 jours pour parvenir à cet objectif. Dès le 12 juin, les Allemands mettent en œuvre un plan de destruction systématique des infrastructures portuaires, à savoir 95% des quais, y compris le quai de France et le quai de Normandie, bordant la darse en eau profonde, sont détruits. Les passes et les bassins sont obstrués par des navires sabordés et des mines. La gare maritime transatlantique subit de lourds dommages, notamment la destruction de son campanile, qui explose le 23 juin et chute de 75 mètres de hauteur. La rade, quant à elle, est minutieusement minée. L'avant-port de commerce et le bassin à flot subissent des dégâts moins graves, mais le pont tournant devient inutilisable. Cherbourg est sabordé. Le 26 juin 1944, Cherbourg est enfin libéré, mais les Américains découvrent un port en ruine, inutilisable et dévasté. Le commandant Walsh, chargé d'évaluer les dégâts, constate avec stupéfaction l'étendue des destructions. Les wagons chargés de mines dans le hall des trains révèlent que le dynamitage n'était pas totalement terminé lorsque les Allemands ont été vaincus. Les structures portuaires, désormais sous contrôle américain, sont réquisitionnées pour soutenir l'effort de guerre et préparer la reconstruction de l'Europe. Et c'est ainsi que le 6 juillet 1944, le 333e régiment de service spécial du génie américain prend en charge les travaux de réparation de la gare maritime transatlantique. Avant de commencer toute reconstruction, il est impératif d'effectuer un déblaiement considérable. Les passerelles dynamitées sont enlevées et les décombres en béton armé sont traités à l'aide d'explosifs pour les rendre déplaçables. La darse transatlantique est débarrassée des navires coulés. En tout, 30 000 mètres cubes d'enrochement sont dragués et 13 000 mètres cubes de béton sont démolis. Pendant cette période, la gare maritime transatlantique jouera un rôle crucial dans le transport des troupes et l'évacuation des blessés. En effet, environ 107 000 soldats débarquent à Cherbourg, tandis que 208 000 hommes, dont 116 500 blessés, sont évacués via la gare maritime. Bien que les travaux de réparation du quai de France se limitent à des aménagements provisoires en bois, permettant au port transatlantique de reprendre une activité limitée dès fin novembre 1944, les autorités civiles françaises ne pourront reprendre la gestion complète du port qu'à partir du 14 octobre 1945, lorsque les troupes américaines leur en laisseront le contrôle. Après la libération du port et la reprise progressive des activités, la reconstruction des infrastructures portuaires, dont notre gare maritime transatlantique, devient une priorité pour les autorités civiles. En effet, suite à la restitution du port de Cherbourg par les Américains, les autorités civiles décident de ne pas attendre la réhabilitation complète de l'ancienne gare et choisissent de créer une gare provisoire. La gare se compose de 2 tentes métalliques de 500 mètres carrés, aménagées en salle des pas perdus et en salle des douanes. Inaugurée en 1948, ce hangar devient la nouvelle gare maritime transatlantique. En 1946, 24 000 passagers transitent par la gare provisoire, un nombre qui atteindra même 276 000 entre 1946 et 1951. Afin de remettre le port en fonctionnement, l'État participe activement à la réhabilitation de plusieurs installations, dont notre fameux quai de France.
Le projet de réaménagement de la gare maritime transatlantique prévoit une réduction de l'aile sud. Seule la salle des douanes est reconstruite sur le site. L'espace libéré au sud est alors aménagé en parc automobile, avec un accès pour les automobilistes par l'escalier sud de la voie charretière. Cependant, certaines réhabilitations ne sont pas terminées. Le grand salon, destiné à devenir un gymnase pour le lycée maritime de proximité, n'est pas achevé, et le campanile qui dominait la gare n'est hélas pas reconstruit. Pour la décoration intérieure, l'atelier Marc Simon est sollicité à nouveau en 1951. L'aile nord est complètement réaménagée. La salle, initialement dédiée à l'immigration, est transformée en espaces commerciaux, tandis que des faux plafonds avec verrières sont installés pour réduire les coûts de chauffage et permettre à la lumière naturelle de pénétrer. Pendant cette période de reconstruction, le paquebot Queen Mary fait son retour à Cherbourg en 1948, marquant un tournant et un nouvel espoir dans la vie du port. La Cunard décide alors de reprendre les escales régulières à la gare maritime transatlantique. Le Queen Mary entre dans la rade par la passe ouest le 26 mai 1952. En 1955, les voyageurs en provenance de New York empruntent désormais davantage l'avion que le paquebot. L'aéroport de Cherbourg-Maupertuis, principalement orienté vers le trafic aérien transmanche, connaît à cette époque un succès croissant, surpassant même le port en termes de fréquentation. Toutefois, tandis que le transport maritime connaît un déclin, une nouvelle dynamique émerge sur le port de Cherbourg avec l'introduction de ferries modernes, marquant une évolution dans le trafic transmanche et une adaptation face aux mutations des modes de transport. Ainsi, le 8 mai 1967, la Cunard annonce sa décision de retirer du service les célèbres paquebots Queen Mary et Queen Elizabeth. Les compagnies maritimes, confrontées à des pertes financières, peinent à maintenir leur géant des mers sur les lignes de l'Atlantique Nord. Le Queen Mary quitte donc pour la dernière fois le quai de France le 27 septembre 1967 pour toujours. L'année suivante, le trafic des transatlantiques à Cherbourg connaît une nouvelle baisse. Après le licenciement de 43 employés de la société cherbourgeoise de remorquage en septembre 1968, la Cunard ferme son agence le 7 novembre. Cependant, un projet innovant est lancé par la compagnie norvégienne Thorsen, qui dès 1964 établit une nouvelle liaison maritime Cherbourg-Weymouth. Le 2 mai 1964, le Viking One, car ferry moderne de la compagnie, effectue sa première rotation avec une capacité de 800 passagers et 180 automobiles. Ce ferry accoste grâce à une passerelle métallique de 46 mètres aménagée spécialement pour lui. Le Viking 2 vient rapidement renforcer la flotte et ses liaisons rencontrent un succès immédiat. En moins de 4 mois, plus de 131 000 passagers et 33 000 voitures empruntent ce nouveau moyen de transport. La compagnie étend alors ses services en ajoutant une liaison Cherbourg-Southampton, également très populaire. Ce succès engendre l'installation d'une troisième passerelle fin mars 1980 et la suppression de la liaison aérienne assurée par la compagnie Silver City. C'est une victoire maritime. Cependant, malgré la décision de détruire une partie significative du bâtiment pour laisser place à des installations modernes, un retournement se produit à la fin des années 80, lorsque des efforts sont entrepris pour préserver et réhabiliter ce patrimoine historique qu'est la gare transatlantique. En effet, ne voyant plus d'utilité à la gare maritime de 1933 et souhaitant dégager des terres pour le trafic de marchandises telles que le granit et les containers, la Chambre de commerce décide de procéder à sa démolition. Le 7 novembre 1978, un projet de reconstruction d'une zone pour accueillir des containers transatlantiques est lancé, incluant la destruction de la galerie nord de la gare maritime. La première tranche de démolition a lieu le 10 et le 11 avril 1979. Fin mars 1982, la galerie d'embarquement sud est dynamitée, et seule la dernière travée de l'extrémité sud est conservée, représentant désormais la seule trace visible de la longueur originale du bâtiment principal. La partie centrale du hall des transatlantiques, reconstruite en 1952, est quant à elle démolie en 1982. En 1986, un projet émerge sous l'impulsion du service régional des affaires culturelles visant à classer la gare maritime, ou du moins ce qu'il en reste, comme monument historique dans le cadre de la préservation du patrimoine architectural. Ce projet aboutit le 27 décembre 1989 avec l'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, couvrant le hall des trains, la voie charretière, les équipements ainsi que les façades et toitures du hall des transatlantiques et les 2 passerelles mobiles d'embarquement. Le 16 août 2000, le hall des transatlantiques bénéficie à son tour de cette inscription, consolidant ainsi sa protection contre toute nouvelle destruction. Ce geste de préservation, accompagné du projet de la Cité de la Mer, porté par la communauté urbaine de Cherbourg, permettra à la gare maritime transatlantique de retrouver ses lettres de noblesse et de revendiquer à nouveau son importance dans le paysage historique de la ville et de la région. Et voilà, en retraçant l'histoire de la gare maritime transatlantique et du port de Cherbourg, nous avons plongé dans un passé riche en événements, parfois tragiques, parfois héroïques, mais toujours marqué par un fort attachement à ce lieu stratégique qu'est la ville de Cherbourg.
Du rôle vital qu'a joué Cherbourg pendant les 2 guerres mondiales à sa reconstruction après la guerre, chaque étape de son évolution témoigne de la résilience d'une ville, de son port et de ses habitants. Ce parcours montre à quel point le patrimoine maritime de Cherbourg a été façonné par des décennies de transformation et d'innovation. Et si aujourd'hui nous pouvons revivre une partie de cette histoire, c'est grâce à des lieux comme la Cité de la Mer, un véritable sanctuaire pour l'histoire maritime. Cet espace, qui accueille chaque année des visiteurs curieux et avides de découvertes, permet de redécouvrir les époques où Cherbourg était un carrefour mondial du transport transatlantique. À travers des expositions interactives, des collections uniques et des témoignages poignants, la Cité de la Mer nous invite à revivre des moments d'intense émotion, tout en mettant en lumière le rôle essentiel de Cherbourg dans le grand récit maritime du XXe siècle. Si cette vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir d'autres récits fascinants sur l'histoire, sur notre histoire à tous, sur le patrimoine et les lieux incontournables qui ont vu passer nos aînés. En vous abonnant, vous ne manquerez aucune de nos prochaines explorations et aventures à travers le temps. Si l'envie vous en dit, vous pouvez laisser un commentaire pour partager vos impressions et vos questions. Quelqu'un y répondra forcément, notre petite communauté est à l'écoute et bienveillante. Merci de soutenir la chaîne et de faire vivre cette belle aventure de transmission du patrimoine. Quant à moi, je vous remercie pour ce visionnage, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur votre chaîne d'histoire, Curious History.